Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter un topo sur les pathologies pouvant mimer une vascularite systémique et les manifestations un petit peu compliquées de ces vascularites systémiques. Je suis Xavier Puéchal du Centre de référence des maladies systémiques auto-immunes rares de l'hôpital Cochin à Paris. Alors, plutôt que de vous faire un topo un peu théorique sur les pathologies qui peuvent mimer une vascularite ou les manifestations un peu tordues des vascularites, j'ai choisi de vous présenter 5 cas cliniques qui m'ont marqué parce que j'ai trouvé qu'elles avaient une vertu pédagogique. Alors, la première observation que je vais vous présenter est celle d'un patient de 28 ans qui nous est adressé pour une vascularite dans un contexte d'oligoarthrite fébrile. En effet, quelques jours auparavant, il a vu apparaître des douleurs articulaires, des myalgies et une dyspnée dans un contexte fébrile. Dans ses antécédents, on notait une ancienne toxicomanie et une hépatite C qui était connue depuis 3 ans, mais non traitée. À l'examen, il est dans un état général qui est quand même médiocre. Il est fébrile à 39, il est tachycarde avec une tension à 12,6, vous voyez qu'il y a un souffle précordial, et il est polypnéique avec des sous-crépitants bilatéraux et une matité des 2 bases. À l'examen articulaire, on note un épanchement du genou gauche et des 2 chevilles, et il y a également un purpura infiltré des membres inférieurs. Alors tout de suite, la ponction articulaire va confirmer qu'il s'agit bien d'une arthrite, mais le liquide est parfaitement stérile. Voilà la radio de poumon à l'entrée. Alors on voit un épanchement pleural bilatéral, ce qui va être confirmé par les données du scanner que vous voyez ici, avec un épanchement de moyenne abondance, bilatéral. Mais vous voyez que l'analyse du scanner montre également un certain nombre de nodules excavés du poumon. Vous en avez un là, un autre là, vous voyez qu'il y en a un autre là, et peut-être un autre ici. Bref, des nodules excavés du poumon. Immédiatement, une ponction pleurale est réalisée qui va également rester stérile, ramenant un liquide hémorragique. Et donc, un certain nombre d'examens biologiques sont réalisés. Vous voyez qu'un chiffre de plaquettes un peu limite, une hémoglobine à 10,7 g par décilitre et une protéinurie à 4 g par 24 heures sans hématurie. Vous voyez que les marqueurs des hépatites B et du VIH sont négatifs. Vous voyez que le patient n'a pas d'ANCA. Par contre, on note une cryo mixte à faible taux, polyclonale de type 3. Vous pouvez noter que les compléments ainsi que ses fractions sont élevés. Et une sérologie de l'hépatite C positive, mais on le savait, sans aucune perturbation du bilan biologique hépatique. La biopsie cutanée va vous confirmer que vous êtes bien devant une vascularite avec une angéite leucocytoclanique. Et donc, la question que je vous pose est, quel est votre diagnostic? Je vous rappelle, le patient a une vascularite cutanée, des arthrites, des nodules excavés pulmonaires et très probablement une glomérulonéphrite extracapillaire. Alors, je vous laisse 3 secondes pour vous prononcer. Et rapidement, je vais commenter cette observation. Bravo à ceux qui ont trouvé. Eh bien non, ce n'était pas une granulomatose avec polyangite, mais c'était une endocardite tricuspide avec des hémocultures qui vont revenir positives à un staphylocoque doré méties chez un patient toxicomane qui se révélait par cette présentation. À noter que l'atteinte rénale glomérulaire était probablement infectieuse, mais elle n'a pas été biopsiée, il ne s'agissait pas d'une glomérulonéphrite extracapillaire. Alors, quelques commentaires. L'évolution a d'abord été totalement favorable avec une antibiothérapie bactéricide et plusieurs ponctions pleurales évacuatrices. Et donc, le message, c'est devant un tableau de vascularite fébrile, vous devez systématiquement penser à l'endocardite, vous devez réaliser des hémocultures et ce n'est qu'une fois l'origine infectieuse et surtout bactérienne éliminée que vous avez le droit d'envisager une vascularite systémique primitive qui est quand même beaucoup plus rare. Alors, ce patient n'avait pas d'ANCA, mais je vous rappelle l'étude prospective qui avait été menée et conduite par Alfred Marr qui avait montré que ces patients avec endocardite peuvent tout à fait avoir effectivement des ANCA dirigés contre la protéinase 3 ou contre la myéloperoxydase. Et vous voyez que c'était 4% de chacun de ces sous-types d'ANCA dans cette étude prospective de 109 endocardites infectieuses. Et 1% de ces patients avaient une double positivité, ce qui est tout à fait exceptionnel dans les vascularites systémiques primitives. Deuxième observation, il s'agit de l'observation d'un patient de 65 ans que vous suivez pour une vascularite associée aux ANCA et que vous revoyez parce qu'il présente une poussée neurologique centrale de sa vascularite.
Dans ses antécédents, on note un diabète de type 2 et une vascularite associée aux ANCA depuis 5 ans qui a associé une mononeuropathie multiple, un purpura, une polyarthrite et des douleurs abdominales subintrantes dans un contexte d'altération de l'état général. Le patient a fait plusieurs rechutes systémiques qui ont été bien contrôlées à chaque fois par les corticoïdes et le cyclophosphamide qui a dû secondairement être administré péros comme on le faisait autrefois devant les vascularites qui n'étaient pas contrôlées avec simplement les bolus de cyclophosphamide. Et puis l'histoire récente est émaillée d'une poussée ORL et cérébrale avec des céphalées qui sont importantes, qui vont conduire à un tableau confusionnel, puis à une hémiparésie et une hémiplégie gauche. Sur le scanner de la face, il y a bien une sinusite évolutive et l'IRM cérébral montre des lésions ischémiques récentes, droites, hémisphériques. Alors, devant cette poussée, chez ce patient, vous poursuivez les corticoïdes, en tout cas c'est ce qu'on a fait, et vous poursuivez le cyclophosphamide, et vous décidez d'une majoration thérapeutique, et là en l'occurrence, on avait adjoint les IVIG et les échanges plasmatiques. Mais malheureusement, malgré cette argumentation thérapeutique, l'évolution a été défavorable, et le patient est décédé. Alors voilà les lésions de l'autopsie, ça c'est son artère sylvienne droite et vous voyez que vous avez toute la partie postérieure de cette artère qui est complètement détruite, une destruction pariétale, nécrotique avec une atteinte des 3 tuniques. Au plus fort grossissement, vous avez la même chose avec cette atteinte nécrotique, destructrice de toute la paroi postérieure alors que vous voyez que la paroi antérieure est à peu près normale. Et donc, ma question est, quel est votre diagnostic? Le patient a des céphalées, une confusion, une hémiparésie gauche, un coma, puis il va finir par décéder alors que vous le suivez pour sa vascularite associée aux ANCA. Quel est votre diagnostic? Je vous laisse donc 3 secondes pour trouver le diagnostic. Et est-ce que le diagnostic que je vous propose, c'est est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle poussée de vascularite associée aux ANCA avec une artérite documentée de l'artère sylvienne droite? Voilà la coloration par le Gomori-Groscott à droite qui montre des ifs de mucormycose. Au plus fort grossissement, on les voit parfaitement bien. Et donc, encore plus fort grossissement, vous voyez les ifs de mucormycose. Il s'agissait donc d'une artérite cérébrale fatale due à une mucormycose chez un patient immunodéprimé. Et donc, quelques mots sur la mucormycose rhinocérébrale chez l'immunodéprimé. Ça survient sur un terrain fortement immunodéprimé et diabétique. Le patient était fortement immunodéprimé et était diabétique. Ça associe une sinusite qui a été documentée chez ce patient. Et là, il y a une artérite cérébrale mycotique qui était responsable des accidents vasculaires cérébraux à répétition et notamment de la dernière hémiplégie qui a été fatale. Alors oui, on peut évoquer éventuellement des emboles mycotiques dans la genèse des différents AVC que le patient a présentés. En fait, on aurait dû le montrer à l'ORL et réaliser des biopsies nasopharyngées qui auraient pu corriger le diagnostic, éviter cette surenchère thérapeutique et mettre le traitement approprié. Je précise que l'autopsie n'a montré aucune autre lésion de vascularite chez ce patient. Donc sachez évoquer ce diagnostic de mucormycose rhinocérébrale qui peut, chez un patient qui a une granulomatose avec polyangite, associer des signes ORL et des signes neurologiques centraux. En fait, il y a un très grand nombre d'infections qui peuvent entraîner une vascularite. Et la règle, c'est que toute poussée d'une vascularite doit d'abord faire évoquer une infection, surtout si votre patient est immunodéprimé, s'il a de la fièvre ou si le tableau est atypique. Voilà le deuxième message qu'il faut absolument que vous reteniez. Troisième observation, on est face à un patient de 31 ans et on vous l'adresse pour une vascularite associée aux ANCA. Ses antécédents ne sont pas très contributifs, il a une chirurgie d'épicondylite, il s'est rompu un tendon du long biceps, il travaille dans un abattoir à l'occasion d'un accident de travail, il vit avec sa compagne, 2 filles et 3 chats, et chez sa mère quand même il y a un diabète et un syndrome coronarien à l'âge de 34 ans. Son histoire commence en septembre 2024 avec une perte de 7 kg dans un contexte d'altération de l'état général et de sueur profuse qui va être suivie un mois plus tard d'une dyspnée
d'apparition progressive et il consulte son médecin traitant qui va découvrir un souffle systolique, qui va constater une hépatosplénomégalie, de la fièvre et du purpura. Et vous voyez que les choses vont se dégrader puisque la créatininémie qui était à 120 micromoles par litre en novembre 2024 va monter à 446 micromoles par litre au moment où le patient est vu, correspondant à une glomérulonéphrite rapidement progressive. En effet, il y a une protéinurie significative composée d'albumine et une hématurie. Le patient a du facteur rhumatoïde et il a une cryogluminémie à 0,02 g par litre qui ne va pas être typée. Et je vous laisse lire son taux de complément qui est normal. Et le patient a bien des encas anti-PR3 à très fort taux, 1432, pour une norme du laboratoire positive au-dessus de 20 unités. La biopsie rénale va confirmer votre diagnostic de vascularite avec glomérulonéphrite extracapillaire posi-immune. Vous avez 7 glomérules sur 16 qui sont en PIN-HT et vous avez les 9 autres qui sont sièges de lésions inflammatoires et ou chroniques. Le TT et le TO montrent une insuffisance mitrale sévère, grade 3-4, avec une rupture de cordage, mais sans aucune végétation. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic qui est retenu de granulomatose avec polyangite en KPR3, s'exprimant sous forme d'un purpura, d'une glomérulonéphrite extracapillaire, d'une altération de l'état général fébrile, puis d'une rupture de cordage mitrale spécifique. Je vous laisse 3 secondes pour vous prononcer. Est-ce que ce diagnostic vous va? Est-ce que vous avez un diagnostic alternatif? En tout cas, nous, c'est le diagnostic qui va être proposé, qui va être là où le patient est hospitalisé, traité par des bolus de méthylprednisolone, relayé par une corticothérapie par voie orale, puis le premier bolus de cyclophosphamide a lieu le 13 décembre 2024, avant que la sonnette d'alarme soit tirée. Le patient a un prélèvement de sperme, mais on nous pose la question, pensez-vous qu'il y ait un lien possible entre l'insuffisance mitrale et la vascularite? Est-ce qu'une barthélénose pourrait-elle expliquer le tableau clinique, même si la clinique ne colle pas complètement, il n'y a pas de ganglion, il n'y a pas de plaie visible, et est-ce qu'il faut faire une BM au vu de l'hépatosplénomégalie? Et donc, quand on reçoit cet avis pour ce patient, eh bien, on pose le diagnostic d'endocardite à Bartonella-Enselae. La sérologie va revenir extrêmement positive, venant confirmer ce diagnostic, alors que la PCR est négative dans le sang. On arrête le cyclophosphamide et les corticoïdes, et le patient est mis sous biantibiothérapie par rifampicine et doxycycline après un avis infectieux spécialisé. Il y a une séance d'hémodialyse qui a eu lieu, il y a une annuloplastie mitrale qui est rendue nécessaire, qui va venir confirmer le diagnostic avec des végétations sur la valve mitrale qui n'étaient pas vues ni sur le TT ni sur le TO. Et la PCR Bartonella positive va confirmer définitivement le diagnostic sur le matériel valvulaire. Et donc, on en sait un petit peu plus grâce au travail de Maxime Bédon sur la reprise des cas de Bartonella du registre du GFEV, 6 cas, et l'analyse de 18 cas de la littérature qui se présentaient comme une vascularite. Alors, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, ce sont des hommes qui ont 60 ans. Il y a une valvulopathie préexistante chez la moitié d'entre eux. Les hémocultures restent négatives, donc c'est une cause d'endocardite à hémoculture négative. Et la sérologie positive revient positive dans 80% de ces cas de Bartonella. La PCR dans le tissu, vous voyez, est moins souvent positive et il s'agit de Bartonella-Enselae dans 2/3 des cas. Quand un tableau de vascularite est mimé, il s'agit d'une vascularite associée aux encas. Seulement, premier drapeau rouge, il n'y a pas d'atteinte ORL et il n'y a pas d'atteinte pulmonaire. Le patient peut être fébrile, avoir du purpura, des arthralgies et une atteinte rénale. Et le piège, c'est que cette affection s'accompagne dans 80% des cas d'encarts qui sont dirigés contre la protéinase 3. Quels sont les éléments que vous pouvez avoir pour essayer de penser au diagnostic? L'abaissement du complément dans 82% des cas, ce qui est tout à fait atypique dans une vascularite primitive systémique. Le facteur rhumatoïde, donc ça c'est un autre drapeau rouge. Et attention, la biopsie rénale va confirmer la glomérulonéphrite proliférative dans 90% des cas, avec des croissants dans 80% des cas, des dépôts de compléments quand même dans la majorité des cas, mais attention,
il faut savoir que presque 30% de ces cas peuvent se présenter comme une glomérulonéphrite extracapillaire posi-immune, exactement comme une vascularite systémique primitive. Donc c'est le troisième drapeau rouge, l'absence d'atteinte ORL et pulmonaire, l'abaissement du complément et la possibilité d'une glomérulonéphrite extracapillaire posi-immune. Quatrième tableau clinique que je souhaitais vous présenter, c'est celui d'une patiente de 28 ans qui vous est adressée pour un urticaire et une polyarthrite. Depuis 5 mois, elle a vu apparaître un urticaire dont l'origine a pu être confirmée sur la biopsie. Il s'agit bien d'une vascularite leucocytoclasique. Elle a par ailleurs des arthralgies des poignets, mais pas de synovite. Il s'agit d'une limitation des 2 poignets et d'ailleurs des 2 épaules en même temps. Et cette patiente a perdu 5 kg. Alors voilà les éléments de purpura disséminés sur les 2 membres inférieurs, discrètement infiltrés, comme vous pouvez le voir. Voilà au plus fort grossissement. Et voilà ces éléments des coudes qui sont infiltrés, maculopapulaires, discrètement infiltrés. On voit bien l'infiltration qui apparaît. Et voilà sa radio de poumon montrant ce nodule pulmonaire solitaire. Et donc, ma question est, quel est votre diagnostic? Est-ce qu'il s'agit d'un DADA2 devant le jeune âge et la vascularite cutanée, première hypothèse diagnostique? Est-ce qu'il s'agit d'une granulomatose avec polyangioïde devant la vascularite cutanée, les arthrites et ce nodule pulmonaire? Ou est-ce qu'il s'agit d'une vascularite à IgA par argument de fréquence devant la vascularite cutanée et les arthrites? Vous avez 3 secondes pour vous prononcer. En fait, le diagnostic va venir du scanner cérébral qui va vous montrer cette métastase unique. Il s'agissait d'un adénocarcinome pulmonaire révélé par une vascularite tenace et récidivante, une atteinte articulaire qui était en fait un syndrome épaule-main bilatéral, une altération de l'état général et une métastase cérébrale. Et donc, le message, c'est que les néoplasies sont le 2e piège des vascularites. Et si on reprend la série de Olivier Fin du groupe français d'études des vascularites qui a analysé 60 patients, alors c'est pas très fréquent, vous voyez, c'est un recueil qui a eu lieu pendant 10 ans, et les patients qui étaient inclus dans ce recueil étaient des patients qui avaient développé une vascularite alors qu'il y avait une néoplasie qui n'était pas considérée comme étant en rémission. Et en fait, c'est la règle de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Vous voyez qu'il y a 1 tiers de tumeurs solides, comme l'adénocarcinome que je viens de vous présenter, et il y avait 1 tiers de syndrome myélodysplasique et 1 tiers d'hémopathie lymphoïde. Donc retenez bien, 1 tiers de tumeurs solides, 1 tiers de syndrome myélodysplasique et 1 tiers de pathologie lymphoïde. Et en fait, retenez aussi que les vascularites associées à ces syndromes myélodysplasiques sont les plus fréquents et les plus sévères. 5e observation, à quoi cela correspond-il? Donc ce patient vous est adressé pour une suspicion de Wegener et tout de suite, en ouvrant la bouche, vous avez un diagnostic. Je vous laisse 3 secondes pour vous prononcer. Et bien sûr, vous avez reconnu des lésions destructrices médianes induites par la cocaïne, pouvant se présenter comme une pseudo-granulomatose avec polyangite chez un cocaïnomane. Alors ces lésions destructrices médianes, elles peuvent être délabrantes et la destruction, comme vous voyez là, avec une progression chez ce patient en 1 an, et la destruction osseuse peut s'étendre jusqu'à la base du crâne. Donc des lésions très destructrices où vous devez systématiquement évoquer le diagnostic de lésion destructrice médiane induite par la cocaïne. Alors, si vous les biopsiez, vous allez tomber sur des lésions inflammatoires et ou fibrosantes, qui ne sont pas spécifiques, mais vous pouvez aussi tomber sur de la vascularite, qu'elle soit leucocytoclasique, qu'elle soit nécrosante, voire des micro-abcès. Ces patients ont des encas dirigés contre la protéinase 3, encore une fois, dans à peu près 50% des cas, à des titres qui sont tout à fait comparables à ceux qu'on observe au cours de la granulomatose avec polyangéite. Il a été dit aussi que ces encas pouvaient être dirigés contre l'élastase, qui n'est pas recherché en pratique. Ça a été rapporté jusqu'à 70 à 85% des patients avec ces lésions destructrices médianes induites par la cocaïne. Mais en fait, la sensibilité est très variable d'une publication à l'autre
et la concordance est imparfaite. Mais ça peut être un petit outil. À côté des lésions induites nécrosantes médianes par la cocaïne, comme vous le savez peut-être, la cocaïne est coupée dans l'immense majorité des cas maintenant à un produit antiparasitaire, le lévamisone, qu'on utilise encore en médecine vétérinaire et qui lui aussi peut donner des aspects assez particuliers. On peut avoir un purpurin d'aspect réniforme ou stellaire comme sur la photographie, qui est volontiers nécrotique ou bulleux. Ça va siéger de façon préférentielle sur les oreilles. Il n'y a pas deux diagnostics différentiels de cet aspect de purpurin nécrotique des oreilles. Ce patient est cocaïnomane et les lésions sont dues à l'évamisole. Ça peut être les joues et les membres inférieurs avec des éléments, vous voyez, étendus, nécrotiques, qui peuvent être disséminés. Si vous les biopsiez, vous allez tomber sur une vasculopathie thrombotique non spécifique dans 75% des cas, mais la biopsie peut révéler une vascularite authentique dans 15% des cas. Donc il ne faut pas se faire avoir, il faut vraiment penser à ce diagnostic. Le patient peut avoir des arthralgies, des myalgies et de la fièvre. Il peut avoir également une glomérulonéphrite extracapillaire posi-immune. Dans 18 cas de la littérature, ça a été rapporté d'après la revue de la littérature qu'a fait Antoine Neil. On peut avoir une neutropénie possible. Les encas sont dirigés cette fois-ci contre la myéloperoxydase et parfois à fort titre. Et ce qui est très évocateur, c'est l'association d'encas dirigés contre la protéinase 3 et contre la myéloperoxydase qui, encore une fois, ne se voit quasiment jamais dans les vascularites nécrosantes systémiques. Donc, savoir évoquer ce diagnostic qui associe des lésions médianes destructrices liées à la cocaïne et des lésions de vasculopathie et de vascularite induites par la cocaïne coupée au lévamisone qui peuvent tous les deux s'associer. En fait, le vrai problème, c'est de différencier une véritable granulomatose avec polyangite chez un cocaïnomane et des lésions induites par la cocaïne ou le lévamisone sans authentique granulomatose avec polyangite. Et donc, les médicaments ou les toxiques représentent le troisième piège des vascularites. Et je vous ai mis la liste des médicaments qui sont le plus souvent et des toxiques qui sont le plus souvent incriminés. Attention au propylthiouracil qui donne par un mécanisme original des polyangiites microscopiques. Attention à l'hydralazine, attention à la pénicillamine ou à la minocycline. Toutes ont été rapportées comme pouvant donner des vascularites ou des vasculopathies induites. Et c'est à rechercher systématiquement et il faut systématiquement éplucher la liste des médicaments, surtout si vous avez des atypies. Et donc pour résumer cette présentation, je vous rappelle les grandes règles. L'infection est le premier piège pouvant mimer une vascularite systémique. Les cancers et les hémopathies sont le deuxième piège qui peuvent mimer une vascularite systémique. Et enfin, troisièmement, il faut toujours éplucher les médicaments et rechercher un toxique parce qu'il s'agit aussi d'un piège qui peut aussi prendre cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.